question de l'accessibilité des étudiants en situation de handicap et plus particulièrement en situation de non-voyance, de cécité. Et pour nous en parler, je reçois donc Camera Alfadjo qui vient de Guinée, donc qui est en première année de lettres modernes. Elle a une lettre moderne depuis septembre 2012 à l'université de Tours et donc vous êtes le premier étudiant étranger guinéen et non-voyant reçu à l'université. Alors avant de s'intéresser à tout le dispositif et tout ce parcours mené depuis septembre dernier, est-ce que vous pouvez nous dire la raison de votre venue à Tours particulièrement et pourquoi les lettres modernes ? Oui, les lettres modernes, pourquoi être venu à Tours ? D'abord, je vous dis bonjour et merci de m'avoir invité dans ce studio. Merci à vous. Et je suis malvoyant, c'est vrai. Et vous savez, réussir, c'est une ambition qu'anime tout un chacun de nous. Et même, y compris ceux qui ne veulent rien faire. Oui. Ils aimeraient quand même être à la place du président. Ils aimeraient être à la place d'un ministre, d'un docteur. Chacun vers le métier qu'il aimerait aborder, mais peut-être avec un effort ou sans le moindre effort. Alors moi, j'ai étudié, je me suis dit que je ne pourrais dépasser mon handicap que par le moindre des études. Alors, vous avez étudié les lettres en Guinée au préalable ? Oui, au préalable, oui. J'ai été à l'université Mahatma Gandhi. J'étais là, j'apprenais des choses en littérature, la narratologie par exemple, la création littéraire par exemple. Et seulement le côté document faisait défaut. Oui. Et peut-être nous en reparlerons. Mais alors, c'est rehausser le niveau parce que lorsque vous affichez des ambitions qui vous mènent, qui vous obligent à passer, à franchir certains caps, oui. Et il va falloir lever la tête et foncer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas explorer d'autres pistes et des horizons vers lesquels, bien entendu, je trouverai vraiment un salut pour cette cause, pour vraiment réussir à cet idéal qui est d'aller loin, de réaliser de brillantes études, de disposer de diplômes, mais bien sûr des diplômes à la solde du niveau, oui. Et pour pouvoir, bien entendu, aller sur le terrain de l'échange, et où là-bas, je présume que l'handicap ne sera pas brandi, ni encore la validité de la personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'université de Tours tout particulièrement ? C'était un choix. Et il y a que j'ai choisi 3 universités. Et je ne me rappelle plus, mais il y avait l'université Tours et je crois l'université de Champagne-Ardenne et je crois l'université de Reims. Alors, l'université de Tours était la première université et j'ai choisi ces 3 universités. Mais vous savez, les gens, ils savent pas trop. J'ai demandé à un ami de me faire un choix. Il m'a dit, bon, voilà, tu peux prendre ces 3-là. J'ai dit, bon, très bien, je m'en tiens à ton conseil, je postule. Et c'est comme ça. Et même quand ça retardait un peu, parce que c'est pas pareil, les étudiants qui veulent venir étudier par ici, ils attendent longtemps. Et je ne sais pas si c'est le temps qu'ils passent entre l'interview qui leur est accordé pour valider le dossier et le temps que la commission ou le conseil siège pour statuer sur leur sort, il y a un décalage qui connaît un long temps, mais c'est vraiment il y a un décalage, un processus un plus ou moins long et que nous ne maîtrisons pas. Et l'étudiant ne vous dira pas, l'élève ne vous dira pas vraiment comment ça va se passer. Alors moi j'étais là et une fois je suis allé même sur le net, j'ai cherché le numéro de l'université, j'ai appelé pour leur dire écoutez, où est-ce que se trouve mon dossier, à quel niveau, qu'en est-il, voilà, parce que je tenais vraiment à sortir, à aller étudier, voilà.
Alors donc c'est le Crous qui s'est occupé un petit peu de l'aménagement et puis de votre arrivée très à Tours. activement. Oui. Il faut le dire parce que le Crous a été saisi par des amis à moi qui les ont notifiés de l'admission d'un non-voyant à l'université de Tours, et tout de suite les échanges ont commencé. La mission handicap a été saisie. Il y a une dame qui s'appelle Madame Soumaoro qui a été saisie, qui est le référent de la mission handicap au sein de l'université, et qui ont facilité tout de suite avec Monsieur Boyer et toute l'équipe, et Madame Sophie, qui ont facilité l'acquisition d'une chambre. Et ils ont une dame qui est très proche des élèves handicapés, des étudiants handicapés à la fac, qui s'appelle Aurélie Hanoun, qui a facilité tout ça pour que nous ayons une chambre au sein de la résidence. Parce que c'était l'autre problème aussi. Donc c'est sur le site de Grandmont. Sur le site de Grandmont. Bon, le site de Grandmont n'était pas... Bon, s'il m'avait été demandé, moi je n'allais cibler aucun site, si ce n'est qu'à demander à avoir vraiment un toit où m'abriter pour pouvoir tenir le coup. Et mener à bien des études. Justement. Alors justement, parlons de ces études plus particulièrement. Comment ça s'est mis en place? Donc vous êtes là avec Morgane Lefebvre, votre accompagnateur, mais au niveau de la prise de notes, de comment ça s'est mis tout simplement opéré? Et là, je suis venu et ça a été débattu dès les premiers jours, le 9 septembre. Il m'avait été demandé de quel matériel disposez-vous pour vos prises de notes. Je leur ai dit que moi je disposais d'une tablette, que c'est avec cette tablette là que je me débrouillais. Donc c'est une tablette, si on peut en parler plus particulièrement avec nos auditeurs, une tablette, en braille. Oui, c'est une ardoise en quelque sorte. C'est pas un iPad en fait. D'accord, oui, voilà. c'est une tablette en braille. Non, c'est simple, c'est pas digital, c'est loin de là, tout c'est manuel complètement. On pourrait même dire que c'est une espèce de machine, d'instrument d'ardoise. Vous la voyez, ça, donc complètement reliefé en voilà, braille, et donc c'est les premiers instruments, je crois, que les non-voyants ont commencé à utiliser. Peut-être qu'à partir de l'avènement de l'écriture de Louis Braille, parce qu'il existait un autre alphabet bien avant, je crois avec Valentin Huy. Mais l'alphabet Braille a commencé, je crois, par des tablettes, et il y a eu des machines, la machine Perkins aussi, que je sais d'ailleurs utiliser, mais elle fait beaucoup de bruit. Donc, on ne peut pas être avec la machine Braille dans une salle. En amphithéâtre. Même en TD, en salle de TD. Donc, mais la tablette, c'est le poinçon, c'est la main qui travaille. Et après, à cela, je dis, bon, si le débit, il est rapide, des profs, le rythme, et on pourra faire recours à un dictaphone. Et sur le tas, il m'a été présenté un dictaphone. Très bien. Et là, je savais quand même qu'ils étaient plus ou moins préparés. Mais il restait à découvrir autre chose. Alors, nous y avons découvert ensemble l'existence de certaines choses, telles que l'ordinateur, et on a cherché à avoir un ordinateur et qui est équipé d'un logiciel que nous utilisons. Grâce à cet ordinateur, j'échange. Et après, on a fait recours à un autre dictaphone qui, cette fois, plus performant que le premier. Lui, il utilise les cartes SD, et tenez-vous bien, il peut lire un livre qu'on peut copier, un livre sur CD, il peut le lire. Il peut lire aussi des textes imprimés. Alors, on a fait recours à ce dictaphone qui a été récemment acheté chez un fournisseur de la place. Donc, ces livres sous forme audio qui se mettent en place. C'est vrai que c'est très... Oui. Et après, bon, c'est vrai, on était dans le besoin, et ils sont très bien structurés au niveau de la mission handicap. Il faut reconnaître que c'est qui a motivé, je crois que je n'ai pas eu tort de songer à sortir de chez moi, à sortir des ténèbres, parce que il y a un monsieur qui me l'a dit, il dit:
vous êtes malvoyant, mais vous sortez des ténèbres, vous êtes plus que certains qui voient. Alors, je donne encore raison à ce courage parce que c'est vrai, on a pensé que la France, c'est le berceau du braille. Et d'autre côté, mais on pourrait en vouloir aux autorités, à quelque niveau que ce soit, peut-être éducative d'ailleurs, si les autorités du niveau éducatif n'avaient pas songé à mettre des structures telles que la mission handicap, telles que la médecine préventive, et ça aurait été très compliqué tout ça. Et oui, parce que la mission handicap, si vous voulez, c'est le repère qui facilite, c'est l'échange avec les handicapés qui sont concernés vers la mise en place de ce dont ils ont besoin pour leur formation. Et tout cet enjeu de l'accessibilité, évidemment, au savoir et à la connaissance fondamentale. Et si vous voulez, oui, la mission handicap, si vous voulez, on pourra dire que c'est le trajet de l'accessibilité, oui. Alors, on imagine qu'en lettres modernes, il y a évidemment beaucoup d'ouvrages. Vous avez parlé de ces livres sous forme audio. Est-ce qu'également, il y a des traductions qui sont faites avec des prestataires privés qui peuvent aussi prendre le relais ? La mission handicap, oui, coopère avec bon, quand je dis coopère, c'est pas sans argent, c'est pas sans. On imagine que c'est lourd financièrement. Voilà, c'est lourd, mais il se réfère à des imprimeries qui nous accompagnent, sur lesquelles il dépose des documents à transcrire en braille. Mais il y en a pas trop parce que c'est très honoré tout ça. Mais après, nous nous fions aux sources qui existent. Vous avez des médiathèques, par exemple la médiathèque EOL de Paris, où j'ai tardé à m'inscrire parce que j'attendais le titre de séjour, la convocation de l'OFI. Là, ça s'est fait et ils ont... L'OFI, c'est oui, on peut le préciser. Oui, l'Office de l'immigration française. Oui. Et alors, tout rentrant sur le territoire français, tenu de passer par là, peut-être pour être identifié, oui. Alors, ça s'est fait et je crois que cela a permis à un peu faire bouger un peu plus, à soutenir la dynamique de la mission handicap qui cherche des ouvrages. Alors, nous avons, avec cette inscription qui a été facilitée par l'association Valentin Aoui, l'antenne de Tours, il y a du personnel qui travaille sur les questions. On peut rappeler cette association, c'est vraiment l'association Aveugles et Malvoyants de Tours, Valentin Aoui. Oui, ils appellent AVH, Association Valentin Aoui pour le bien-être des aveugles. Et je rencontre 2 personnes qui m'accompagnent dans la dynamique. Vous avez une dame qui est là, qui accompagne la formation des personnes en braille, des personnes non-voyantes en braille. Et il y a un autre non-voyant qui accompagne la formation en informatique. Alors, moi, je viens, s'il y a des ouvrages dont j'ai besoin en braille, si ça existe sur Valentin Aoui, cette dame, je me réfère à elle. Si c'est l'informatique, d'ailleurs, là, je vais tout le temps. Par semaine, j'ai des cours que je viens prendre là. Alors, on a été inscrit à l'association, à la médiathèque EOL de Paris, où on nous donne 10 CD chaque 15 jours. Et ça, c'est pas à retourner, ce qui est déjà très très bien, une bonne chose. Et après, ils peuvent vous prêter des ouvrages en braille également. Et après, vous les retournez. Et là aussi, c'est détaxé, vous ne payez pas du timbre pour ça. Je crois que c'est bien tout ça. Donc, la mission handicap, voilà, d'autres échanges avec d'autres structures parisiennes. Et ils ont aussi, c'est vraiment une dynamique de coopération parce que ils sont très très actifs parce que il y a des cours qu'ils mettent sur l'ENT. Je crois que nous en Guinée nous ne connaissions pas ça. Et vu qu'ici c'est un monde qui est en pleine mutation, pleine communication, le numérique. Oui, l'échelle de communication est très très grande. Alors vous avez des gens vous avez les profs qui mettent les cours sur l'ENT ou qui préparent des polycopiés qui amènent en classe. Alors, la mission handicap se saisit de tout ça pour chercher à transcrire ça en braille. Vraiment, c'est une dynamique, mais qui demande une promptitude, une assiduité, parce que si les cours ne sont pas là à temps, l'étudiant ne peut pas travailler et sur les questions d'évaluation,
et les données seront fauchées parce que il faudrait que il y ait de quoi apprendre pour apprendre. Donc, si vous voulez du latin, par exemple, on a travaillé beaucoup sur la transcription et aujourd'hui, ça nous aide beaucoup, ça. Tout ça, ça nous aide beaucoup. Les Madame Le Goff, une autre non-voyante, et beaucoup de personnes sur la question ont vraiment travaillé pour que ça aille. Je crois que si j'ai réussi d'ailleurs à ce premier semestre, c'est grâce à toute cette dynamique. Je dois vraiment cette réussite, je la dois à cette dynamique de la mission handicap. Oui, parlons-en. Donc là, les examens sont terminés. Vous avez donc réussi ce premier semestre. Quel regard vous portez justement sur cette première phase universitaire? Je crois que envie de rêver, de penser positivement que ça ira. Et c'est déjà bien, je crois même pour qui que ce soit, de voir qu'il score sur vraiment un terrain vraiment convivial. Oui. Vous avez des cours, par exemple le latin, moi c'est ici que j'ai commencé à l'apprendre. Mais si je vous dis que d'abord, même la prof se fait un effort pour que tout soit transcrit, alors elle résume et envoie tout ça, elle facilite l'échange, le lien pour que je puisse me reposer un peu. Elle envoie ça à la mission handicap et après qui transcrit, qui ramène, je reprends ça, je retravaille et s'il y a un souci, je recontacte la prof pour rediscuter. C'est du temps parce que ça c'est des temps qui ne sont même pas comptés des heures du travail, qui ne sont pas décomptés des heures du travail. Vous avez tout ça qui fait que aujourd'hui on peut penser que ça va aller. Il y a bon espoir. Ouais, je voulais dire aussi ce qui facilite les choses, c'est que Alpha Joe, c'est quelqu'un de très volontaire et qui motive et qui transmet son énergie. Ouais. Donc voilà, je pense que oui, à la volonté, vous savez. Non, mais écoutez, je vais vous dire, peut-être que vous, chez vous, ici, on n'en est pas là. Aucun handicapé n'est dans la rue pour tendre la main à X ou à Y. Moi, j'ai refusé cela chez moi. J'ai commencé à travailler chez moi et je suis allé donner une partie de moi, de mon temps, pour le bonheur de certains. J'ai eu à donner des cours à des non-voyants. Je les ai permis d'aller à l'université, je les ai permis d'aller au lycée, à sortir des non-voyants de leur maison. Parce que justement, ils incarnaient ma détermination, ils incarnaient un peu cette volonté de vouloir passer leur handicap. Mais je vous dis, si vous voyez en Afrique, les handicapés sont laissés dans les rues, sont à la solde des familles qui les poussent vers la mendicité. Moi, ça n'a pas été le cas. Et ça, je me suis refusé à ça. C'est où je réussis par les études, j'existe, ou je ne réussis pas par les études. Je vois comment faire pour y parvenir, mais pas question de rebourser chemin ou de foncer vers un autre terrain qui n'honore pas. La mendicité la dépendance. Je crois que tout le monde doit être conscient de ça. La dépendance n'honore pas. Il n'y a rien de fier dans la dépendance. Voilà. Et permettre à d'autres justement d'en bénéficier et tendre la main à d'autres en même situation. Alors parlons justement de votre histoire. Vous parliez de ces cours que vous donniez également à d'autres malvoyants. En Guinée, vous me parliez de votre rôle d'animateur radio. Oui. Et écoutez, vous savez, voilà, quand on pense ici que vous avez tous ces livres qui sont lus sur CD, qu'on peut prendre, vous avez par exemple un site qu'on appelle, je ne sais pas si vous permettez, mais le site s'appelle literatureaudio.com, qui accorde aussi cet espace aux nécessiteux de venir en profiter. Vous avez les donneurs de voix qui prennent leur temps ici, à Tours-même, qui lisent des livres. Je ne dis pas que c'est des personnes âgées, mais qui lisent ça au bénéfice des personnes qui n'ont pas une vie suffisante pour lire, qui lisent le journal de la Nouvelle République en synthèse, qui le mettent sur CD, qui le donnent en prêt à ces non-voyants sans contrepartie. Vous voyez, il y a une dynamique. Et la personne ne se sent laissée à la marge. Bon, chez nous, cela n'y est pas. Alors, moi, j'ai pensé à une émission littéraire que j'ai dénommée Littéra Z. Et comme moi, par rapport à certains non-voyants, moi, j'étais bien entouré. J'enseigne des voyants et
je peux faire recours à ces gens-là. Je les envoie lire un livre. Par dictaphone, ils me le ramènent. Je le réécoute. Et même en dormant, parfois je me prive du sommeil pour écouter le livre, préparer une émission. Et cette émission est écoutée par des non-voyants et par des gens qui sont valides. Mais au fond, les gens, ils n'avaient pas compris que cette émission, si elle est la leur, mais elle est exclusivement pour les non-voyants parce qu'eux, ils n'ont pas un autre moyen de pénétrer, de s'imprégner du contenu d'un ouvrage. Donc, par ce biais, beaucoup de non-voyants ont appris le contenu de beaucoup de livres. Et moi, lorsqu'il s'était agi de faire un devoir sur la littérature comparée, je suis allé pêcher dans cette gibecière où j'avais enfoui beaucoup d'ouvrages et ça m'a rapporté. Donc, tout en voulant faire du bien à autrui, je me suis fait du bien à moi-même. En utilisant ce beau médium qui est la voix et la radio notamment. Oui, nostalgie, oui. C'est parce que c'est une radio privée et dans un état d'ailleurs où on n'encourage pas l'emploi des personnes handicapées, où moi je m'étais érigé d'ailleurs contre ça, et où on postule, on vous dit non, c'est pas ici la place, c'est pas un concours qui est ouvert aux personnes handicapées. Bon, quand est-ce qu'il y en aura un exclusivement aux personnes handicapées? Mais normalement, on doit casser les frontières de l'exclusion pour que là où tout le monde va, que nous allions, et que l'handicapé se dise, si je n'apprends pas, c'est à mon risque et péril, parce que partout il y aura un débat interpellant les intellectuels, je n'y serai pas si jamais je n'incarne pas vraiment la détention d'un diplôme, si petit soit-il. Voilà. Et on peut d'ailleurs souligner que, outre évidemment l'accessibilité aux études mises en place par l'université, c'est aussi des dispositifs d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Je crois que si l'on va chez le médecin, c'est afin de recouvrer la santé. Et on va à l'école aussi pour acquérir un savoir, mais après le matérialiser. Moi, je vous dis, une fois, il y a un inspecteur qui est venu, c'était même le directeur de l'éducation de la commune qui vient m'inspecter. Mais après, parce que c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont milité. Mais si vous voyez le fond, ils ne sont pas l'incarnation d'un niveau aussi conséquent. Alors, mais j'étais un peu fâché que ce soit un homme de cette carrure qui vient, de cet acabit qui vient moi me voir. Mais après, je me suis dit, c'est vrai, tout de même, il est le chef. Et en plus, c'est parce qu'il ne les connaît pas. Mais bon, aujourd'hui, il le connaît. Et en plus, l'école, je m'en voulais aussi au responsable. Je dis, mais ils ne l'ont pas amené là où les voyants prestent. Pourquoi l'amener chez moi? Mais quand je suis sorti, quand j'ai entendu tous ces gens-là me dire, mais vous l'avez convaincu, vous avez réussi à l'émouvoir, je me suis dit, bon, c'était quand même, c'est moi qui comptais ce jour-là dans cet établissement, c'était sur moi que reposait leur espoir pour relever la tête de l'administration scolaire de cette école. Donc, vous voyez, parfois, on peut penser, mais je vous dis, si l'on va pour apprendre, les décideurs devraient aussi accepter d'accompagner par le moyen de l'emploi. Ça, oui. Ça, oui. Parce que sinon, moi, j'entends même des gens dire, je suis pas fait pour les études. Ben, ça, c'est ici, j'entends ça. Hein. Moi, chez nous, c'est où on en veut à nos parents qui nous ont pas scolarisés. Et pour X raisons, parce qu'on a du champ à cultiver, on a la récolte, il faut veiller sur les récoltes. On sent le compte. Voilà, on a le berger qu'il faut remplacer, le papa est en train de vieillir, il faut veiller sur le cheptel, la bêta, voilà, tout ça. Donc, donc ça vous paraît indécent quand vous entendez je ne suis pas fait pour les études ou je ne suis sincèrement, je ne dis pas ça contre quelqu'un. Bien sûr, mais c'est pas pour qu'on s'en prenne à moi. Mais si on n'apprend pas, mais on finit par devenir quoi? Parce que si on ne mange pas, on ne tiendra pas. Mais alors si on n'apprend pas, je crois qu'un emploi décent, on ne l'a pas. On n'a pas droit. Un emploi décent, décent, si minime soit-il, on n'aura pas droit. On sera réduit peut-être à la corvée. Oui, très belle image. Alors parlons justement de ces activités de conteur dans ces écoles. Comment ça s'est passé? Et écoutez, comme je vous dis, j'étais toujours bien entouré et il est arrivé même que je paye l'école pour certains qui étaient très dévoués,
dans l'entourage qui me couronnait. Alors, j'ai rapproché ces enfants et j'enseigne dans une seule école au départ et que dans une seule école. Et la seconde école, c'est un des élèves que je parrainais, que j'accompagnais. Parce que quand je dis parrainer, c'est trop lourd. Et que j'accompagnais, pour qui je payais les études seulement. D'accord. Qui m'a dit, écoute, on manque de professeurs ici qui devaient venir nous expliquer les mythes, les proverbes, les contes africains et tout ça. Ça t'intéresse? Bon, je sais pas comment elle a deviné que c'était un peu le monde dans lequel je baignais. La fibre littéraire, quand même, en voyant. Alors, il m'a dit, j'ai dit, bon, vous en parlez à votre proviseur, s'il est OK, je viens. Il est allé, il a en parlé. Et je vous dis, je suis venu, le proviseur m'a dit 2 choses. Il m'a donné la disponibilité, les horaires qui étaient disponibles. Ça, ce qui cadrait parfaitement ma disponibilité, parce qu'à la radio, je préparais plus l'émission chez moi et en appelant l'écrivain et tout ça, que venir tout le temps pour avoir un studio garanti. Mais après, j'ai eu un autre espace très étendu. C'était chez Madame Nadine Barry, une Française qui a perdu son époux lors de la 5e colonne. Vous savez, on a connu un régime répressif au lendemain des indépendances. C'était le tout premier régime d'ailleurs. Alors, donc, c'était sur les 2 sites qu'on venait travailler. Et je suis venu, il m'a dit, la deuxième chose, c'était la rémunération. Et je peux vous dire que c'était peut-être à 63 €, si on peut évaluer l'heure. J'ai dit, 63 €, oui. Je dis, si ça peut me permettre de payer la classe, le mois pour l'élève qui va dans la classe là, moi je viens. Oui. Et déjà, le fondateur de cette école, c'était quelqu'un aussi qui coopérait beaucoup avec moi. Et quand je viens, il me dit, combien tu as? Donc je dis, et même pas l'argent, je viens. Et je suis venu, l'école c'est un espace très réduit. Je les ai fait découvrir des auteurs parce qu'ils n'avaient pas un moyen d'organiser des conférences. J'ai invité des écrivains. J'ai invité une dame même qui a accouché pendant qu'elle était en prison. Elle a accouché et son enfant a été volé dans cette prison. Mais ça a été un vol arrangé parce que c'est les parents à son mari qui peinaient à avoir un enfant. C'est-à-dire, ils avaient des filles, mais un garçon, un enfant de sexe masculin. Ils peinaient à avoir cet enfant-là. Donc, ils ont dit, on ne sait pas si elle va mourir là-bas. Pour ne pas qu'elle meure avec l'enfant, on va s'organiser à la retirer l'enfant. J'ai découvert toutes ces personnes que j'ai amenées dans cette école. On imagine. Donc, ça se passait très bien. Je préparais le cours en braille. Je venais, je le dictais. Et on va me dire, oui, souvent d'ailleurs, ça m'a été demandé en Guinée. Et si c'est des gens qui ne savent pas écrire, je présume que l'on ne vienne jamais au secondaire sans rien dans la tête. C'est-à-dire, au moins, là, le syllabaire, on doit pouvoir entendre, on doit maîtriser le syllabaire, on doit pouvoir entendre les choses et les écrire, même si c'est pas avec l'orthographe juste, mais de manière phonétique, que l'on puisse au moins dégager le son. Voilà. Donc, moi, je viens avec cette mentalité, donc je dicte. Maintenant, si il est arrivé que oui, je me rencontre avec des enfants qui n'ont pas le niveau et je m'étais mis aussi à ce service de les accompagner avec un syllabaire qui existe du braille au noir. Je les faisais copier le truc au tableau et ils lisaient, moi je les regardais par le livre. C'était pas sans difficulté, mais lorsqu'on pense que l'on ne peut pas devenir sans approcher autrui, il y a qu'à faire avec. Merci de ce témoignage. Dans ces dernières minutes d'émission, je profite de la présence de Morgane Lefebvre, votre accompagnateur. Comment cette collaboration s'est-elle passée là, sur ce semestre vécu? En fait, moi, je travaille à la résidence universitaire de Grandmont. Je suis tuteur pour le Crous, en fait. Et donc, on a été mis au courant rapidement qu'il y avait un étudiant malvoyant, guinéen, donc Alpha Joe, qui est arrivé. Donc, on nous a enjoint de le voir le plus vite. Alors aussi, quand il y a des étudiants étrangers qui viennent d'Afrique, là-bas, il y a plus de solidarité. Ils sont moins individualistes que des. Voilà, donc on est encouragé à aller les voir. Et en fait, je l'ai pas vu tout de suite dans la résidence. Je l'ai croisé en fait au départ à un arrêt de bus en fait. À Jean Jaurès. Et il était derrière et je crois qu'il était un peu.
t'étais pas perdu, mais t'avais un rendez-vous. Oui. Enfin voilà, et donc je l'ai dépanné comme ça, et après. C'est comme ça que la rencontre s'est faite. Ça c'est la première rencontre. C'est comme ça. Il a lu sur mon visage que j'étais de Gramont, on va le dire comme ça, parce qu'il est venu, il m'a trouvé avec ma petite canne. C'était pas celle-là, parce que celle que j'ai là, elle m'a été renouvelée par Madame Danielle Régnier de l'AVH de Tours, une dame très très dynamique et téméraire d'ailleurs, vraiment dévouée pour la cause. Et donc j'étais là, j'attendais qu'il soit 2h30 pour aller à mon cours d'informatique qui à la rue Édouard Vaillant, je crois. C'est l'AVH. Il était 2h. Voilà. Donc j'attendais là, il est venu me voir. Il m'a dit vous habitez à Gramont? Je dis oui. Mais figurez-vous que si c'était pas quelqu'un d'ouvert, ça pouvait s'en tenir qu'à ça. Ça ne pouvait s'en tenir qu'à ça. Il pouvait juste me demander ça et puis continuer sa route. Mais lorsque vous savez, c'est vrai, peut-être, ici, les gens, ils sont genre dans leur coin. Je l'ai quand même accompagné aux toilettes. Parce qu'il connaissait pas forcément. Il y a des restos, des bars à côté, mais quand on connaît pas. Et j'ai vu qu'il était assez quand même. Il est autonome. Enfin, si on lui donne les outils, il réussit très bien. Puis c'est un esprit fort, quoi. C'est le lion de la savane. On sent exactement ça. Oui, d'accord, j'accepte, mais c'est vrai. Moi, je trouve que les gens, on dit que ils sont dans leur réticence, c'est vrai. Mais il y en a qui creusent l'abcès, qui viennent vous aborder. Et c'est un type comme Morgane. Franchement, sur le lieu, j'étais vraiment partagé entre le vouloir partir et revenir plus tard, mais je voyais le temps pressé et c'est là qu'il a surgi et il m'a demandé et il s'est mis. Ce jour-là, il est revenu même après mon cours d'informatique encore pour me reconduire à Fromont où je crois que je devais rencontrer le service de Crous. L'ange gardien au bon moment. J'ai pas fait exprès. Mais oui. Ouais, non, c'était bien. Et puis, moi, je sais qu'il y a des dispositifs pour les handicaps, pour les personnes en situation de handicap. Mais quand on arrive d'un pays étranger, on n'a pas accès à tout forcément dès le début. Enfin, même on n'a pas accès. Il faut prouver, il faut montrer patte blanche, comme quoi on a un handicap, etc. Donc au début, oui, il y avait besoin d'un peu d'aide. Et je pense que même c'est peut-être pas encore. Oui, ça se met en place parce que je vous dis, par exemple, à la médiathèque François Mitterrand de Tours, où d'ailleurs j'ai du plaisir à aller, ça me fait un petit voyage de chez moi à ce lieu-là. Et j'y venais prendre des livres, des BD et qui m'ont beaucoup aidé. C'est le lieu de les remercier parce que sans aussi cette disponibilité, ce dispositif, s'il n'y avait pas cet aménagement et qui est fait pour tout le monde, inclusif, moi je n'aurais pas eu ces ouvrages comme lisait des bandes dessinées. Beaucoup de personnes venaient me lire, y compris Fouad, que l'université, parce que l'université, la mission handicap emploie des gens pour m'accompagner, et donc c'est pour vous dire que c'est vraiment c'est dynamique qui est très large. Et donc on allait prendre les livres, on revenait avec 6 livres, 10 livres, on les lisait. Et grâce à la bibliographie qu'avait fournie Madame Bouler, et qui, après, il y avait un autre cours de documentation qui me lisait aussi des choses sur des CD. Donc, je ne dis pas que tous les profs ont été tendres, accueillants, et je n'en ai pas besoin de la tendresse quand même. Bon, de l'accueil surtout, j'en ai besoin. Mais c'est quelques profs qui ont vu en moi, qui ont cru devoir vu en moi cette volonté de bouger, m'ont quand même prêté leur attention. Oui, en fait, l'émission handicap de l'université, selon les besoins, en fait, pour certains étudiants, ils vont demander des étudiants volontaires pour accompagner un étudiant avec qui ses a un contrats handicap. salariés. Mais du coup, voilà. Et moi, j'ai vu les livres que Alpha Joe empruntait, c'est des cartons, hein. Parce que vu que c'est fait en braille, c'est sur du papier assez épais et ça prend beaucoup plus de place c'est assez impressionnant de voir sa chambre. Non, déjà, je vous dis, ma chambre, c'est quand vous rentrez, vous avez le bonjour du Becherel d'orthographe, vous avez le bonjour de Becherel des figures de style. Alors, il y a même d'autres livres que j'ai cachés dans une petite armoire qui est à côté. Mais c'est pour vous dire que s'il n'y avait pas tout ça, et je vais vous dire,
on ne peut pas tout apprendre en mémorisant. Le besoin de communiquer par correspondance s'impose à chacun de nous. Et le braille est une preuve aujourd'hui que personne ne se fasse du tort. Le braille, il faut l'apprendre. Et en tout cas, lorsqu'on est dans cette situation de déficience. Et moi, la mission handicap m'a permis vraiment de disposer. Et la médiathèque, les institutions qui existent, les structures associatives. Ouais, parce que ça, c'est l'autre c'est l'autre angle du couteau de la gouvernance. Les associations font un sacré bon boulot. Je me rappelle parce que j'ai mis en place une bibliothèque en Guinée où de 2004 à 2013, j'ai n'ai cessé de recevoir des ouvrages venant de Strasbourg et parfois de Biblionef qui nous accompagnaient. Donc c'est vraiment très très dynamique le mouvement social. Il faut un sacré bon boulot, oui. Une vraie matière à exploiter. C'est une machine vraiment en branle, oui. Alors l'émission touche bientôt à sa fin. On peut vous demander quels sont vos projets, bien évidemment, pour la suite. Projet étudier, aller au plus loin que possible dans les études et écrire. J'ai encore des contes que me contait ma grand-mère, que j'ai conté ensuite à mes élèves, que je contais à des amis, et que je souhaiterais transcrire et écrire mon histoire, d'autres histoires, oui, parce que le monde, c'est ça aussi. Et le monde est plein d'histoires. C'est où vous avez écrit. J'ai dit ça à un ami un jour que j'ai trouvé à une banque qui écrit. C'était le maintenancier de la banque BNP. NCA, l'antenne de Guinée. Alors je lui ai dit, écoute, je vois pourquoi tu es bien inspiré. Parce qu'il était vraiment dans un univers où ça change. Il y a beaucoup de personnes. Alors, les histoires nous inspirent. Voilà, donc écrire, mais enseigner, transmettre le savoir. Lorsque vous ne faites pas tout ça, vous existez pour rien. Je le dis, vous existerez pour rien. Vous aurez tort d'exister. Tort d'exister, oui. Pas des mots dormants, mais évidemment à transmettre et à communiquer. Non, mais oui, parce que c'est la synergie. Si vous ne transmettez pas, quand vous serez fatigué, je vais vous raconter juste un petit truc qui va pas prendre longtemps. C'est un monsieur qui il a épousé une femme. Ils ont vécu ensemble, ils ont eu un enfant. Et au bout d'un moment, ils ont approché son père qui gagnait en âge. Mais au lieu de loger dans un endroit décent, ils l'ont laissé dans un machin comme ça, dans un réduit. Et alors, on le servait sur une planchette comme ça. Et le bébé a grandi en voyant ça. Il s'est dit, et si mon papa vous vieillissait que je ne prévoyais pas où maman allait le servir, comment vont-ils faire? Il s'est mis un jour, lui aussi, à fabriquer une planchette à l'image de ce plateau dans lequel on servait son papa, un plateau en bois. Et son père a vu ça de loin. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je prépare justement l'assiette dans laquelle tu seras servi lorsque tu seras à l'âge de mon grand-père. Vous savez, le monde est un modèle, et le monde est une image, et nous sommes des modèles. Et au fur et à mesure que nous gagnons, ceux qui viennent après, ceux qui nous suivent, s'inspirent de nous. Donc si on ne reflète pas le bon exemple, c'est fini. C'est fini. On ne peut pas attendre à ce qu'on fasse comme on l'attendait, comme on s'y attendait, parce que justement, on n'a pas impulsé cette dynamique-là. Voilà. Alpha Joe, un grand merci de votre témoignage, plein de lumière et plein de force. On vous souhaite une très bonne fin d'année universitaire et puis très belle continuation pour la suite. Merci madame. Merci Morgane Lefebvre de l'avoir accompagnée et puis à très bientôt sur Radio Campus Tour. À très bientôt. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel. You gon' do